Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Dans cette vidéo, je vais vous parler du rapport et de la continuité qu'il existe entre trois domaines apparemment séparés et distincts: le développement personnel, le feng shui et la magie. Donc a priori, c'est quand même trois choses différentes. Le feng shui, c'est un art d'aménagement de l'espace qui vient de Chine, ancestrale. Le développement personnel, ça vient plutôt de l'Occident, en tout cas avec cette étiquette-là. Et c'est assez récent. En tout cas en théorie, on considère que ça commence au 19e siècle, fin du 19e siècle, début du 20e. Et la magie, c'est extrêmement ancien, de tous les pays, avec des variantes bien sûr selon les pays. Et voilà, donc a priori c'est trois choses différentes. Mais en réalité, quand on gratte, qu'on étudie les trois, comme je l'ai fait, j'ai pas étudié la magie à fond, mais je l'ai étudié quand même, et je l'étudie actuellement. Donc quand on étudie le feng shui, que j'ai bien décortiqué, quand on étudie le développement personnel, alors là pour le coup je le connais super bien comme ma poche, et quand on étudie la magie, on s'aperçoit que c'est les mêmes principes derrière. C'est les mêmes lois qui sont utilisées. Alors il y a tout de même une différence. Donc la principale différence, c'est que dans la magie, il va y avoir une partie d'invocation. Donc d'invocation qui va être soit adressée à Dieu, ça arrive, on peut faire de la magie en demandant des choses à Dieu, soit à des êtres qui sont en réalité des démons. Donc soit on prie Dieu, soit on prie des démons qui n'ont pas de titre de démon mais qui ont d'autres titres. Donc il y a une partie d'invocation dans la magie qui n'est pas présente dans le développement personnel ni dans le feng shui. Ceci dit, dans le feng shui, il y a quand même des références aussi à des divinités, puisque ça vient de Chine, donc ça vient avec tout le package. Alors, mis à part ça, si on met de côté la partie invocation, la partie demande à des êtres invisibles, soit le créateur, soit des créatures. Au final, soit on adore Dieu, soit on adore le créateur, soit on adore des créatures. Ça, on ne peut pas sortir de cette dichotomie pour le coup. Donc si on met de côté ça, eh bien on s'aperçoit que ce sont les mêmes principes évidents ou sous-jacents qui sont mis en œuvre dans ces trois domaines: feng shui, développement personnel et magie. Et je vais vous donner un exemple précis pour que vous compreniez comment finalement les trois se rejoignent. Supposons que vous allez voir un coach bien calé dans le développement personnel et vous lui dites: voilà, j'ai un problème, je suis célibataire et tout ça. Quel conseil va-t-il vous donner? Eh bien, il va vous dire: faites une affirmation pour imaginer que vous êtes déjà en couple. Donc, par exemple, répétez: j'ai tant de chance en amour. Alors, un autre coach va vous proposer plutôt une question: pourquoi est-ce que j'ai tant de chance en amour? Et moi, je vous proposerai: pourquoi est-ce que nous avons tant de chance en amour? Donc, une question qu'il sera nécessaire de répéter. Ensuite, le coach va vous dire: faites un tableau de visualisation pour mieux imaginer votre objectif comme réalisé. Donc, il vous conseillera d'aller chercher, par exemple, sur Internet, des images de couples heureux qui vous parlent et d'en créer un tableau que vous aurez sans arrêt sous les yeux, soit un fond d'écran d'ordinateur, soit un tableau sous forme physique dans votre bureau, par exemple. Ça, c'est, par exemple, Jack Canfield a depuis des années et des années un tableau de visualisation qui lui permet de se représenter visuellement ses objectifs comme réalisés. Donc voilà deux conseils qui seront donnés par un coach calé dans le développement personnel. Maintenant, si vous allez voir une spécialiste ou un spécialiste du feng shui et que vous lui dites: voilà, je suis célibataire, je suis malheureux, j'aimerais être en couple, qu'est-ce qu'il va vous dire, le spécialiste du feng shui? Il va vous dire: débarrassez le coin, tel coin dans votre maison, faites de la place, nettoyez, il y aura plein de trucs à faire dans la maison, beaucoup de nettoyage, de tri, de débarrasser des affaires. Et donc quand vous aurez libéré votre espace, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qu'il vous conseillera de faire? Très probablement, il vous dira:
mettez sur le mur un tableau représentant un couple heureux ou quelque chose qui vous fait penser à un couple, ou mettez de petites statuettes représentant un couple d'animaux. Enfin, il y aura une représentation visuelle, soit en 3D, soit en 2D, d'un couple heureux. Et donc là, on va retomber sur le même cas finalement que le développement personnel, sauf qu'on va être plus axé sur le côté aménagement de l'espace et décoration de la maison. Mais au final, que ce soit avec le tableau de visualisation ou que ce soit avec une statuette par exemple, on aura quelque chose qui nous rappellera sous nos yeux, sous une forme visuelle, ce que l'on veut. Donc le Feng Shui rejoint clairement le développement personnel. Et maintenant, si la même personne va voir plutôt un magicien et lui dit voilà, je suis malheureux en couple, j'aimerais rencontrer quelqu'un et tout ça, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Le magicien va lui dire oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'il va faire le magicien? Il va acheter une bougie, par exemple, façonnée en forme de couple enlacé. Il va faire une cérémonie magique où il va demander soit à Dieu, soit à un démon, d'apporter l'amour à cette personne. Il va lui-même s'imaginer cette personne en couple. Il va allumer la bougie, etc. Et donc, il va lui aussi travailler et sur son imagination et sur une représentation visuelle, là pour le coup en 3D, d'un couple. Alors la différence, c'est que le magicien, là, il va travailler pour quelqu'un d'autre. Mais enfin, si vous regardez bien les choses en face, vous voyez que quand même ça se rejoint énormément. D'ailleurs, le magicien, il peut faire cette cérémonie pour lui-même s'il veut aussi. Donc dans les trois cas, on retombe sur la même idée. Quelle idée? Que il faut, savoir très précisément ce que l'on veut. 2, le définir en termes positifs et pas négatifs. C'est savoir ce que l'on veut plutôt que savoir ce que l'on veut pas. En général, les gens savent ce qu'ils veulent pas. Ils ont du mal à imaginer et à savoir vraiment ce qu'ils veulent. Donc, savoir ce que l'on veut. Mettre les mots dessus. Se le représenter, y compris par quelque chose de concret. Ou en tout cas de visuel, dans son espace à soi, quoi. Dans son espace quotidien. Et alors après, pour la partie invocation, là, effectivement, ça change. Donc dans le monde personnel, on ne fait pas en général d'invocation, quoique en réalité les premiers auteurs du monde personnel c'était des gens qui étaient croyants et qui donc se demandaient à Dieu. Dans la magie en général, c'est pas à Dieu qui demande, c'est à des démons, mais c'est pas toujours le cas. Il y a même des gens qui font de la magie sans demander à un être invisible. Donc au final, même si l'emballage est assez différent, la conceptualisation est différente, le discours qui l'accompagne est différent, en réalité derrière c'est les mêmes principes. Pourquoi c'est les mêmes principes? Parce que ce sont des vrais principes, c'est comme ça que ça fonctionne en réalité le monde. C'est-à-dire qu'on doit imaginer les choses avant de les réaliser, et que plus on a un support concret pour imaginer, plus ça va être facile de réaliser. Je vous donne un exemple, là c'est pas du tout de la magie, enfin en tout cas non, théoriquement non, c'est du développement personnel. Jack Canfield raconte dans son livre Le succès selon Jack qu'il a participé à une soirée, je sais plus quelle année, où les gens venaient comme ils voulaient être, c'est-à-dire qu'en fait ils se projetaient dans le futur et ils arrivaient en mimant, en jouant le rôle de la personne qu'ils voulaient devenir. Donc telle personne qui voulait devenir journaliste arrivait avec un micro, etc. Chacun avait bien mis en scène en détail sa vie rêvée. Et tout le monde a joué le jeu, c'est-à-dire que tout le monde a accepté de faire semblant de croire que les autres participants à la soirée étaient effectivement ce qu'ils se présentaient comme étant. Donc c'était une espèce de grand jeu collectif de on se fait plaisir en faisant semblant d'être qui on veut devenir. Et bien quelques années plus tard, la plupart des participants avaient effectivement réalisé leurs objectifs, ceux qu'ils avaient mis en scène dans cette soirée-là. Donc là, pour le coup, l'imagination avait un support extrêmement concret, puisque c'était carrément eux-mêmes dans leur propre corps. Si ces principes sont des principes éternels, c'est pas des principes récents, c'est pas quelque chose de nouveau. Par exemple, je vous donne un exemple précis. Le père de George Sand, donc ça passe... le père de George Sand, c'est l'époque de la Révolution française, ou même un petit peu avant.
Ouais, non, la Révolution française. Donc le père de George Sand avait participé à une pièce de théâtre où il était dans l'armée, il était un militaire, il jouait le rôle d'un militaire. Il n'était pas du tout un militaire à l'époque. Eh bien, quelques années plus tard, il est devenu. C'est-à-dire que le fait d'avoir joué le rôle l'a mis sur, lui a donné envie et lui a permis de visualiser que c'était effectivement ça qu'il voulait être, et donc il est devenu. Autre exemple, un peu du même style, enfin différent aussi, mais Freud a joué le rôle de Brutus, un assassin et un traître. Et il est devenu un assassin et un traître. Et lui-même a fait allusion au fait que c'était une curieuse coïncidence. Donc Freud, qui est devenu un assassin, a joué tout jeune, il était enfant encore, le rôle d'un assassin dans la pièce Jules César. C'est pour dire que quand l'intention, parfois inconsciente, et l'expérience, la visualisation, l'expérience même jouée imaginaire se rencontrent, ça fait des étincelles. Donc ça permet des déblocages pour le pire, comme pour Freud, ou pour le meilleur, comme pour Jack Canfield et beaucoup d'autres. C'est neutre comme outil, ça peut être utilisé dans le bien ou dans le mal. Quand les satanistes ont voulu tuer Kennedy, avant de planifier son attentat, ou parallèlement à la planification de son attentat, il faisait partout aux États-Unis des cérémonies magiques où qui étaient des messes mortuaires sur Kennedy. C'est-à-dire qu'ils anticipaient son décès, ils avaient entouré sa photo d'un cadre noir, tout ça pour mieux imaginer qu'il était déjà mort. Ça a été raconté par quelqu'un qui était enfant à l'époque, qui a participé passivement à ces cérémonies, et qui, quand il a appris l'attentat et la mort de Kennedy, a dit mais il n'était pas déjà mort, tellement ce qu'il avait vécu dans les messes noires l'avait convaincu de la mort de Kennedy. C'était le but, de créer un égrégore. Kennedy est mort. Égrégore qui faciliterait et qui a facilité l'assassinat de Kennedy. Donc vous voyez, c'est des principes qui sont neutres. C'est des outils comme un couteau qui peut être utilisé pour éplucher un légume ou pour pour sauver la vie de quelqu'un qui allait se faire assassiner, etc. Un couteau, c'est neutre. Ça peut être utilisé dans le bien ou dans le mal. Et de la même façon, la visualisation, la magie, le feng shui, le développement personnel même, tout ça, ce sont des outils neutres qui peuvent être utilisés pour le bien comme pour le mal. Alors après, c'est vrai que dans le développement personnel, il y a quand même en général une bonne dose de saine morale qui est présente. Donc du coup, dans le développement personnel, en général, c'est utilisé pour le bien parce que c'est associé à des principes de morale. Alors que dans la magie, c'est associé à zéro principe. Donc du coup, ça laisse vraiment la porte ouverte pour faire le bien et le mal dans la magie. Mais l'outil qu'il y a derrière est totalement n'a pas de connotation positive ou négative. C'est un outil qui est vraiment utilisable dans un sens comme dans l'autre. Pareil pour le feng shui, qui peut très bien être utilisé dans le mal comme dans le bien. C'est pas voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a éclairé les idées. Donc que ce soit le développement personnel, la magie ou le feng shui, ça repose, ces trois arts ou ces trois sciences reposent sur le fait que l'intention de l'être humain est créatrice. Nous sommes des créateurs, pas bien sûr des créateurs au niveau de Dieu, nous sommes des tout petits créateurs, mais nous sommes des créateurs quand même. Notre pensée, notre imagination, notre volonté est créatrice, et notre volonté est créatrice dans la mesure où notre volonté est reliée à notre imagination, c'est-à-dire que ce n'est pas notre volonté au sens mâchoire serrée, je m'impose ceci tous les jours, c'est la volonté créatrice est une volonté aussi imaginative. Et cette volonté peut être renforcée, dopée, devenir beaucoup plus puissante si elle s'appuie sur des supports concrets, que ce soit une pièce de théâtre à laquelle vous participez, dans un rôle qui correspond à ce que vous cherchez à réaliser dans votre vie,
que ce soit l'écriture, très important, écrire ce qu'on veut au présent, passer par l'écrit, que ce soit des tableaux sur vos murs, des photos en fond d'écran, des statuettes, etc., 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 ou même des bougies. Hein. Rien n'empêche à un croyant de demander à Dieu en allumant une bougie. La bougie va lui permettre de mieux focaliser ses pensées et de les rendre donc plus, ses pensées et ses prières, et de les rendre plus puissantes. Pareil pour l'encens, l'encens et les bons parfums. Bon, ben c'est tout. Donc, j'espère que là vous comprenez que la magie n'est pas diabolique par essence. Tout dépend de qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on veut, et à qui on le demande. À partir du moment où on veut le bien et on le demande à Dieu, ben, la magie est totalement licite. Bien sûr, à condition de rien faire d'illicite dans ce cadre-là, puisque... Mais bon, si vous faites le bien, si vous voulez le bien et que vous le demandez à Dieu, vous avez vraiment aucune raison d'aller déterrer des bouts de cadavres dans un cimetière. Ça c'est réservé aux gens qui veulent le mal et qui demandent à des démons. Bon, et d'ailleurs, il faudrait maintenant du coup relire le Coran dans cette perspective, parce qu'il y a des passages du Coran qui sont bizarres dans leur traduction, hein. C'est-à-dire la traduction officielle est bizarre, elle n'est pas cohérente. Justement par rapport à tous les passages sur la magie, il y a quelques trucs qui coincent et qui clochent, très probablement parce que la traduction est tendancieuse pour diaboliser toute forme de magie. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.